Bonjour et bienvenue à notre webinaire éco-durable, pardon, développement durable sur le numérique responsable. Aujourd'hui qui va parler des bonnes pratiques, enfin on va essayer du moins avec les collègues. Je vous ai mis un petit lien là, vous avez peut-être pu commencer à prendre le temps de répondre au quiz. Nous reviendrons sur ces réponses, hein. Il y a 5 questions qui vont un peu guider notre intervention aujourd'hui. Normalement, toutes les caméras et les micros sont coupés pour faciliter la gestion du webinaire. Au besoin, nous les rallumerons hein, s'il faut. On vous demande plutôt d'utiliser le chat pour vos questions et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Donc, si on fait le point un petit peu, là, hein, smartphone, tablette, ordinateur et autres hein, font bien partie aujourd'hui de notre quotidien. Et du coup, grâce à eux, nous gagnons du temps, nous communiquons plus facilement et nous partageons des informations en temps réel. Pour autant, les effets indésirables liés à l'explosion des usages du numérique sont nombreux. Aujourd'hui, donc, nous vous proposons de comprendre un petit peu mieux ce qu'est le numérique et ce qu'on entend derrière numérique responsable, hein. Quels sont les enjeux et les bénéfices pour votre entreprise et quelles actions concrètes peuvent être mises en place. C'est en compagnie donc de Virginie Gary de la Chambre de métier que nous pourrons travailler sur cette séance avec l'appui de 2 témoignages, donc Jérémy Moutel d'Ecoder et Florence Millet de Cofielter. Alors, je vous cache pas, je vous mets que nous avons rencontré 2 petits soucis techniques avant de démarrer, ce qui fait qu'on a eu un petit démarrage au diesel. Donc, j'espère que ça va pouvoir se régler pour que nos 2 témoins puissent apporter leur regard éclairé à la fois de technicien et de chef d'entreprise qui a pu mettre en œuvre au sein de son entreprise ce qu'on appelle le numérique responsable. Donc, au programme de ce jour, on va redonner la définition de ce qu'est le numérique responsable, les enjeux pour vous, entreprise artisanale hein, ou petite structure, et puis quelques bonnes pratiques qui peuvent être déjà faciles à mettre en œuvre, hein, et justement l'appui de témoignages. Pour ce faire, je vais laisser la parole à Virginie Gary, qui va faire le point sur tous ces sujets. Je vais te laisser la parole et je vais revenir en parallèle juste avant que tu démarres, Virginie, excuse-moi, nous avons une première question, notamment liée au quiz, hein, et ça va lui permettre d'introduire le sujet du numérique responsable. Je vais regarder juste un petit peu les réponses que vous avez pu apporter, hein. Donc, avant de vous apporter la bonne réponse, c'était la première question, c'était quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre attribuées au numérique dans le monde? Il y avait 4 réponses, 1%, 4%, 10% et 20%, et nous allons découvrir ensemble quelle était la réponse. C'était 4%. Et du coup, là, Virginie, je te laisse prendre la main sur la présentation, te représenter peut-être une petite minute avant de démarrer, et puis expliquer un petit peu ce qu'est le numérique responsable. On veut tout savoir. OK. Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Virginie Gary, je suis conseillère développement durable à la Chambre de métiers de l'artisanat du Mans et de la Sarthe. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le numérique responsable. On a abordé le numérique avec cette première question d'impact gaz à effet de serre. Je voulais vous rappeler quelques petits chiffres avant de débuter. Plus de la moitié des TPE-PME sont sensibles à l'impact environnemental du numérique. 42% d'entre elles mettent en place déjà des actions en faveur de la sobriété numérique. Et pour autant, seuls 37% des entreprises sont vraiment familières avec le concept. 11% travaillent activement sur leur stratégie et 6% ont un budget dédié au numérique responsable pour leur fonctionnement. Alors, normalement, j'ai repris la main. Est-ce que si j'arrive à avancer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce que je ne vous entends pas. Donc, si vous pouvez me dire juste Oui, par oui, le oui, chat c'est si bon. c'est ouais, c'est C'est bon, bon? OK, excuse, d'accord. Virginie. Du coup, ben, on va reprendre, une définition du site du gouvernement français qui indique que le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue qui vise à améliorer l'empreinte écologique et sociale du numérique. Ça veut dire que, il faut limiter l'impact, du numérique sur l'environnement et aussi lutter contre la fracture numérique.
Alors, on l'a vu avec la première question, on pense que le numérique, comme il est immatériel, il a peu d'impact sur l'environnement et pour autant, c'est quand même responsable de 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France et 4% des émissions mondiales, donc c'est plus important que l'impact du transport aérien. Et puis, bah, du coup, ça concourt obligatoirement à être responsable du réchauffement climatique. Et selon l'ADEME, les émissions liées au numérique pourraient tripler d'ici 2050 avec la croissance des usages, du volume des données et des parcs de terminaux qui ne font que croître. En 2025, c'est 48 milliards d'objets numériques et 5000% d'augmentation sur 15 ans. Donc c'est relativement important et c'est pour ça qu'il faut activement se pencher sur le sujet. Alors, il y a deux lois qui encadrent le numérique responsable. Les objectifs, en fait, ne vont pas être exhaustifs. Là, j'ai juste faire une synthèse, mais c'est important de savoir, en fait, qu'est-ce qui a été mis en place par l'État pour limiter l'impact du numérique. Alors, la première loi, c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire du 10 février 2020. L'objectif, en fait, c'est de mieux informer et protéger le consommateur avec l'indice de réparabilité et l'indice de durabilité qui doivent être apposés sur certains équipements. Alors, on va voir un peu plus en détail ces indices. L'objectif, c'est aussi de cette loi de rallonger la durée de vie des produits numériques en obligeant les fabricants à fournir des pièces détachées pendant 5 ans minimum. Et puis aussi, augmenter la garantie légale de 6 mois quand les objets qui sont dans cette garantie légale de 2 ans doivent être réparés. Donc là, on a 6 mois supplémentaires s'il y a une réparation dans le cadre de la garantie légale de 2 ans, une fois que l'appareil neuf a été vendu. Et puis, il y a aussi une obligation pour les collectivités et l'État de faire appel au réemploi lors de leurs achats publics, et notamment sur tout ce qui va être téléphonie, ordinateur, minimum 20%. Voilà. Donc ça, c'est la première loi. Et puis la deuxième loi, celle de la loi Rennes du 15 novembre 2021. Là, l'objectif, en fait, c'est de sensibiliser aussi bien les consommateurs, les entreprises et les établissements publics sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc l'objectif là de cette loi, c'est de limiter le renouvellement des appareils numériques et notamment en fait en luttant contre l'obsolescence des équipements, par exemple des logiciels. Enfin, voilà, qui font que quand le logiciel n'est plus, enfin il a une date limite en fait et obligatoirement ça concourt à l'obsolescence de l'équipement. L'objectif, c'est aussi de sensibiliser et former à l'impact environnemental du numérique. Donc là, en fait, il y a un observatoire du numérique qui a été créé pour vérifier l'impact de la réduction, enfin la réduction de l'impact environnemental. Il y a aussi des modules scolaires sur le numérique responsable qui vont être établis, réalisés dans des formations. L'objectif aussi, c'est limiter les consommations énergétiques des data centers. Donc, ils ont aussi des obligations pour réduire leur consommation énergétique. Et puis, les collectivités aussi, les villes de plus de 50 000 habitants vont devoir aussi agir sur le numérique responsable dans le cadre de leur territoire. Alors voilà, je vous avez mis un petit lien si vous voulez plus d'infos, si vous avez le PowerPoint ensuite. Merci Virginie. Ça va nous permettre de faire la transition. Vous aviez une deuxième question sur quel est le facteur principal de l'impact environnement du numérique. Donc, il y avait 4 réponses, hein. La fabrication des équipements, l'utilisation des centres de données, la consommation d'énergie, les logiciels et les applications. Vous avez été 50%, oui, 50% à répondre l'utilisation des centres de données, 33% à répondre la consommation d'énergie et 17% à répondre la fabrication des équipements. Et la bonne réponse, Virginie, c'était la fabrication des équipements. Donc, c'est pas inné, en fait, d'avoir la bonne réponse. Du coup, là, on va aborder les enjeux pour les entreprises artisanales.
Alors, il y a plusieurs enjeux, des enjeux environnementaux, des enjeux économiques, des enjeux sociaux aussi, sociétaux. Donc, on va commencer par l'impact environnemental. On l'a vu qu'il était important, mais concrètement, en fait, quel est le plus impactant dans le numérique? Eh ben, en fait, ça va être la fabrication des équipements. On voit que c'est 80% en fait enfin, c'est la fabrication correspond à 80% d'impact du numérique. Donc c'est relativement important. Et on a 20% sur les transferts de données et alors, excusez-moi, j'étais un peu trop loin. Voilà, sur les data centers et 5% sur les réseaux. Donc en fait, ça veut dire que quand on renouvelle un équipement, on concourt en fait à un impact relativement important puisque c'est dans la fabrication que c'est le plus impactant. Ça signifie aussi que quand on utilise un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur, alors même qu'on ne l'a pas encore utilisé, il y a déjà 80% des émissions de gaz à effet de serre du produit qui ont eu lieu enfin, dans sa phase de vie, en fait, dès la fabrication. Voilà, et il y a déjà le plus gros impact qui est déjà apparu. Donc, il y a une étude de la SERP et l'ADEME qui va un petit peu plus loin sur ça. Et donc, on a pris l'exemple du téléphone parce que c'est vrai que c'est assez parlant. Le téléphone, tout le monde en a. On en a même des fois plusieurs, perso, pro. Donc, la question qui suit, j'ai un peu dévoilé la réponse, mais rapidement. Mais voilà, c'était pour reprendre l'exemple du téléphone parce que c'est parlant pour tout le monde. Donc, du coup, combien de temps en moyenne un smartphone est-il utilisé avant d'être remplacé? Donc là, vous avez été 50% à être plutôt, entre guillemets, pessimiste, hein. Vous avez mis 1 an. Bon, on va voir que c'est pas non plus la réponse, elle est pas très loin puisque c'est 2 ans. Exactement. Donc, voilà, c'était 2 ans. Et donc, en fait, si on prend l'exemple du smartphone, eh ben, c'est 88% des Français qui changent de téléphone alors que celui-ci fonctionne toujours. 50 à 200 millions de téléphones qui dorment dans nos tiroirs. Une durée de vie quand même relativement courte, avec une fabrication nécessaire d'un alliage de 70 matériaux différents. Des matériaux en fait qui sont en toute petite quantité et dont l'alliage en fait est assez complexe et donc difficilement recyclable et une cinquantaine de métaux qui sont à extraire et ça aussi en fait c'est des métaux qui sont de plus en plus compliqués à extraire. Donc on voit pour un petit appareil, ça fait quand même beaucoup de choses qui sont nécessaires. Et puis 15% uniquement des smartphones collectés vont être recyclés. Enfin, sont collectés pour être recyclés. Donc, on voit que c'est quand on a un téléphone qui ne fonctionne plus, voilà, la bonne démarche, c'est d'aller le remettre soit à un réparateur de téléphone ou d'ordinateur, en fait, qui va les récupérer pour les envoyer dans la bonne filière de recyclage, soit sur les grandes surfaces aussi. Enfin, voilà, vous avez des points, vous avez des petites boîtes. Souvent, c'est écologique ou écosystème parce que c'est les éco-organismes qui récupèrent ce type d'équipement. Et là, vous savez que ça va pouvoir être collecté et ça va aller dans une filière agréée pour pouvoir être recyclé. Alors, les autres enjeux pour les entreprises artisanales, c'est pas que l'enjeu écologique. Il y a aussi un impact sociétal. Alors l'objectif, c'est réduire la fracture numérique parce que aujourd'hui, le numérique, c'est aussi facteur d'exclusion. Tous les outils numériques qui sont utilisés par les entreprises, mais pas que, hein, vos applications, voilà, tout n'est pas obligatoirement accessible à tout le public, et notamment, par exemple, les personnes handicapées. Et donc là, pour les entreprises, c'est nécessaire en fait d'adapter toutes vos applications, votre site internet pour que ce soit accessible et que certaines personnes ne soient pas coupées en fait de vos produits ou des services que vous pouvez proposer. Un des risques importants avec le numérique, c'est le stress numérique. On commence à en parler de plus en plus parce qu'en fait, on a des outils qui nous permettent d'avoir des mails à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment.
Et donc ça peut être source de stress. Il y a un Français sur quatre qui déclare souffrir d'hyperstress numérique. Donc c'est quand même relativement important. Alors c'est le perso qui se mélange avec le pro, mais le pro qui se mélange avec le perso, et ça c'est pas toujours facile en fait de l'identifier. Donc il y a des bonnes pratiques peut-être à mettre en place au sein des entreprises. C'est le droit à la déconnexion par exemple. Voilà, ça c'est une loi de 2021 qui indique que en fait, l'employeur doit indiquer à ses salariés qu'ils ont le droit à la déconnexion et qu'on ne doit pas leur envoyer de mail à n'importe quel moment, notamment dans les horaires, les jours de repos, enfin voilà, en dehors des horaires de travail. Alors c'est valable pour les salariés, mais c'est aussi valable peut-être pour les clients qui vous envoient aussi des mails à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment. Et puis, le cyberharcèlement, c'est plutôt, voilà, enfin, c'est ça, c'est l'employeur, en fait. Il peut être tenu responsable s'il envoie des mails ou s'il contacte ses salariés à des horaires qui sont pas des horaires de travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter ça? C'est peut-être de favoriser les contacts physiques, en fait, en humain, plutôt que des fois d'envoyer des mails. C'est aussi de pratiquer une activité qui va permettre en fait d'être déconnecté à ce moment-là. Ça peut être du sport, ça peut être une activité manuelle, enfin, quelle qu'elle soit, mais de s'autoriser des temps où on va être vraiment déconnecté. Et puis, pour la messagerie, parce qu'on reçoit souvent des mails en fait n'importe quand, on peut paramétrer aussi sa messagerie pour pas les recevoir n'importe quand. Et puis aussi se dire, à tel moment de la journée, là, je vais regarder ma messagerie et je vais pas être dérangée à d'autres moments. Et puis enfin, un des derniers enjeux pour une entreprise artisanale, c'est aussi d'améliorer son image de marque, sa marque employeur. En fait, ça va avoir un impact de s'engager dans le numérique responsable, ça va avoir un impact sur le recrutement, sur la fidélisation clientèle. On sait que les salariés, en fait, ils sont de plus en plus attentifs aux entreprises qui sont engagées dans la transition écologique. Et du coup, là, de montrer à vos salariés, à vos partenaires, à vos fournisseurs que vous êtes engagés dans cette démarche, que vous avez mis en place des actions, ça va favoriser le maintien de vos salariés. En tous les cas, ça va jouer un rôle. Ça va pas tout faire, mais ça va jouer un rôle. Et on sait que les jeunes générations, en fait, c'est un critère de choix pour choisir une entreprise plutôt qu'une autre. Donc voilà, ça, c'est les dernières études qui le montrent. Et puis, en fait, pour mettre en avant ce que vous faites, il y a différents labels qui existent. Alors, on parlera tout à l'heure de la marque Écodéfi qui est délivrée par les chambres de métiers de l'artisanat. Mais ça peut être aussi un label qui s'appelle Numérique Responsable. Il y a un label qui s'appelle également Greenit. Et puis après, pour les entreprises qui sont relativement importantes, c'est pas obligatoirement la cible des entreprises artisanales, mais une norme ISO 14001. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a des différentes labels, différentes marques qui vous permettent en fait de montrer que vous mettez en place des actions. Merci Alors, Virginie. Donc là, pour oui, résumer, donc c'était 3 enjeux, hein, oui, écologique, économique et sociétal. Pour faire la transition, avec justement les bonnes pratiques, hein, vous aviez la question dans votre petit quiz: quelle action a le plus d'impact pour réduire l'empreinte carbone de votre entreprise? Donc, passer au cloud computing, alors excusez mon anglais, hein, prolonger la durée de vie de ces équipements, acheter uniquement des logiciels éco-responsables, éteindre les ordinateurs chaque soir. Attention, vous avez été 83% à donner la bonne réponse. c'est pas Et mal. là, voilà, donc tu peux passer la slide, Virginie, on va la découvrir ensemble. Donc, c'était bien prolonger la durée de vie de ces équipements. Oui. Comme on a dit en fait que la fabrication c'était le plus impactant, obligatoirement, plus on va allonger la durée de vie des équipements et plus ça va avoir d'impact pour limiter l'empreinte carbone du numérique. Alors, on va passer du coup aux bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises pour aller dans une démarche numérique responsable, soit l'engager, soit la poursuivre, si vous avez déjà mis des choses en place. La première chose, en effet, ça va être de bien choisir son matériel. En fait, tout se fait un peu au moment de l'achat. Donc, pour bien acheter, il faut déjà avoir évalué ses usages. Quel besoin vous avez? Est-ce que c'est plutôt un équipement qui va avoir besoin de beaucoup
d'autonomie? Est-ce que c'est plutôt un équipement qui va être mobile? Par exemple, on sait qu'un ordinateur portable consomme 4 fois moins qu'un ordinateur fixe. Donc, vous voyez, en fonction de vos usages, eh ben, ça ne va pas avoir le même impact. On préconise par exemple aussi, plutôt que d'avoir deux téléphones portables, d'utiliser les deux SIM sur un même téléphone portable. Voilà, la double SIM. Et puis, on sait aussi que l'impact environnemental, que ça soit sur les ordinateurs ou sur les téléphones, eh ben, ça va être lié aussi à la taille des écrans. Donc, est-ce que vraiment il y a besoin de trois écrans? Est-ce qu'avec un seul écran, on ne peut pas faire la même utilisation? Alors voilà, s'il est davantage optimisé. Donc ça, c'est la première chose, bien évaluer ses usages. Et puis après, il va falloir opter pour un appareil le meilleur possible. Et donc, ça va être un appareil réparable, durable, reconditionné, évolutif, labellisé. Alors, réparable, en fait, aujourd'hui, sur les équipements informatiques, vous avez la possibilité avec un indice de réparabilité pour les ordinateurs et les smartphones, de voir en fait si votre équipement il va être facilement réparable ou pas du tout réparable. Sur la slide, on voit les notes avec différentes couleurs. Eh ben, proche de 0, c'est que l'appareil n'est pas du tout réparable. Et dès lors qu'on s'approche de 10, en effet, il est très réparable, voire on peut l'auto-réparer. Voilà. Donc, dans l'indice de réparabilité, on va prendre en compte en fait le fait que l'équipement soit facilement démontable, que la notice soit facilement accessible, que les pièces détachées ne soient pas trop coûteuses et qu'elles soient disponibles. Voilà, enfin un certain nombre d'éléments en fait qui vont permettre de fixer cet indice. Et puis, on a aussi un indice de durabilité. Alors, pour l'instant, ça va être uniquement, enfin, dans le matériel informatique, uniquement pour les télévisions. Ça va pas être pour les smartphones. Et là, dans la durabilité, on inclut la réparabilité, la fiabilité et, euh, et la robustesse de l'équipement. Donc ça, c'est un indice qui va apparaître en 2025. Donc, il est pas encore opérationnel à ce jour. Mais déjà, avec l'indice de réparabilité, ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous achetez exactement. Vous pouvez opter pour des appareils aussi reconditionnés, évolutifs. Alors là, en fait, vous pouvez aller vers des réparateurs de téléphones, d'ordinateurs, bien sûr, qui peuvent proposer du matériel reconditionné. Et puis, vous avez aussi des structures qui vont faire que de la vente de reconditionnés. Et ben, par exemple, on a Ecoder qui va tout à l'heure faire un témoignage qui vend que du matériel informatique reconditionné. Et puis, vous avez par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, Largo, pour lequel vous pouvez trouver des smartphones reconditionnés. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le reconditionnement puisqu'on aura un témoignage juste après. Et puis, du matériel qui peut être labellisé aussi. Alors, je vous ai mis quelques labels, c'est pas exhaustif, la même façon. Energy Star, TCO, EPEAT, je ne sais pas comment ça se dit, donc je l'épelle. Mais voilà, c'est des labels qui peuvent aussi vous aiguiller et qui vont indiquer que l'équipement est moins polluant qu'un autre et aussi qu'il consomme moins d'énergie. Donc ça peut aussi, alors chaque label prend pas en compte les mêmes éléments, donc c'est pas évident, mais ils sont à peu près sur la même lignée quand même. Et donc voilà, ça va concerner aussi bien du matériel des ordinateurs, des téléphones, des écrans, des casques. Enfin voilà, c'est assez large sur le matériel informatique. Vous pouvez retrouver ces labels. Et donc vous avez un petit élément sur l'indice de réparabilité et l'indice de durabilité sur le côté. Alors on continue sur les bonnes pratiques. Une fois qu'on a acheté du matériel qui est optimum, on va devoir faire durer son matériel. Alors pour le faire durer, l'idée, c'est déjà de bien protéger, entretenir ses équipements, donc antivirus ou SCOC, mais aussi de nettoyer ses équipements. On n'y pense pas toujours, mais en fait, la poussière, si elle s'accumule sur le clavier, sur l'ordinateur, ça peut provoquer en fait des surchauffes et même aller jusqu'à la panne matérielle. Donc l'entretien, c'est vraiment un élément important, et le nettoyage pour faire durer son appareil. Et puis, la dernière chose, faire réparer ses équipements.
bah oui, plutôt que d'acheter du neuf, on l'a vu puisque l'impact sur la fabrication est important, le faire réparer, ça peut permettre en fait d'allonger sa durée de vie et de faire des économies. Donc là, il y a la marque Réparateur délivrée par les chambres où là, on va retrouver un annuaire avec les réparateurs qui sont présents sur votre territoire, donc à proximité de chez vous. Et en fait, c'est des artisans de la réparation qui sont vraiment engagés dans le fait de réparer plutôt que de jeter. Donc voilà, il y a cet annuaire qui existe. Ça peut vous permettre aussi de trouver des réparateurs à proximité. Un petit focus sur le site internet. Dans le numérique responsable, bah, ce qui va être important, et puis vous pouvez en avoir un, c'est un site internet qu'on va appeler éco-conçu. Un site internet qui ne va pas trop consommer. Alors, on sait qu'un site web, ça consomme un peu plus de 4 grammes de CO2 par page consultée et que les sites web sont de plus en plus lourds. En 10 ans, ils ont augmenté de plus de 300%. Donc, c'est relativement énorme. Ils sont de plus en plus énergivores, ils consomment en permanence avec des hébergeurs qui fonctionnent H24. Donc l'objectif pour avoir un site éco-conçu, en fait, c'est de limiter les fonctions non essentielles et non utilisées pour améliorer l'expérience client et limiter l'empreinte environnementale. Alors, le site éco-conçu, il va améliorer en fait l'accessibilité. Il va y avoir moins d'informations, moins d'étapes pour accéder à l'information et ça va simplifier la navigation du consommateur. Ça va favoriser l'expérience client parce que le site va être moins lourd, donc ça va être plus fluide, ça va améliorer la vitesse de chargement. Et puis, ça va améliorer aussi le référencement naturel avec une meilleure prise en compte des algorithmes. Voilà, donc c'est plutôt efficace, un site éco-conçu. Bon, il faut le travailler, ça ne se travaille pas obligatoirement tout seul. Je vous ai mis des petits liens Eco-Index, Website Carbone, Ecogradeur. En fait, c'est des liens, des plateformes sur lesquelles vous pouvez vérifier l'empreinte carbone de votre site Internet. Donc, en mettant l'URL, vous allez voir en fait quel est l'impact de votre site Internet et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour qu'il soit davantage éco-conçu et que ça soit plus fluide. L'important aussi sur le site Internet, ça va être l'hébergement. Donc, choisir un hébergeur qui optimise l'efficacité énergétique de ses serveurs, qui utilise de l'énergie verte et, si possible, localisé en France, c'est mieux, enfin du local. Donc là, pareil, je vous ai mis, c'est pas exhaustif, mais quelques hébergeurs, voilà, qui sont intéressants à ce niveau-là. Il faut que votre site aussi il soit accessible. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais l'accessibilité, en fait, notamment l'accessibilité à l'ensemble de la population, mais notamment aux personnes handicapées. En fait, dans le monde, c'est 1 milliard de personnes dans le monde qui souffrent d'un handicap qui affecte leur capacité à lire le web. Donc, ça veut dire que votre site internet, il va peut-être pas être accessible à tout le monde. Alors, c'est 80% des nouveaux sites web qui ne sont pas accessibles et 2 sites sur 3 de e-commerce. Donc, c'est relativement important. Alors, quelques pistes pour avoir un site plus accessible, eh ben, c'est choisir une taille de police et d'image suffisamment grande, des couleurs visibles et contrastées, des sous-titres sous vos images et des descriptions vocales sous les vidéos, et puis des textes courts. Bon, c'est pas exhaustif, mais ça vous permet d'avoir quelques pistes à ce niveau-là. Enfin, un site qui respecte la RGPD. La RGPD, c'est l'obligation de recueil de consentement des utilisateurs. Donc, c'est assez obligatoire, en fait. Vous ne pouvez pas utiliser leurs données sans leur avoir demandé s'ils ont consenti, en fait, à l'utilisation de ces données. Et puis, dernier élément, c'est un point sur la sécurité, en fait, de votre site Internet. Il y a 2 tiers des entreprises qui sont victimes au moins d'une tentative de fraude, 43% des cyberattaques qui ciblent des TPE. Je ne sais pas si on voit toujours, mais désolée, j'ai le soleil qui est apparu. 60% des TPE qui sont victimes d'une cyberattaque et qui font faillite dans l'année qui suit. Donc la cybersécurité, on en parle pareil de plus en plus. Alors pour éviter ça, eh ben, il vous faut des antivirus, anti-spam, pare-feu, anti-rançongiciel, voilà, une mise en place d'une stratégie de sauvegarde de données. Tout ça, en fait, pour limiter que vos données de l'entreprise et les données de vos clients puissent être, en fait, récupérées
par quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est l'entreprise qui est responsable en cas d'absence de protection vis-à-vis de la sécurité des données. J'espère que tout va bien, je ne vous ai pas perdu, j'ai pas de questions, alors bon, je continue. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, Sur d'autres bonnes pratiques, ça va être économiser l'électricité. Donc là, c'est de se dire qu'il faut charger vos appareils au bon moment, surtout si vous êtes en heure creuse, heure pleine. Bah, privilégiez les charges au moment des heures creuses, puisque vous allez payer un peu moins cher. Vous pouvez aussi configurer vos équipements en veille automatique. Hein, on sait qu'au bout de 3 minutes, en fait, c'est bien de mettre en veille l'équipement, l'ordinateur notamment. Et puis éteindre son ordinateur quand on ne s'en sert plus, parce que si vous le mettez en veille, enfin si vous le laissez en veille, ou si même s'il est éteint mais qu'il est toujours branché, il va continuer à consommer de l'électricité. Et aujourd'hui, l'électricité, c'est relativement cher, donc plus vous allez avoir de bonnes pratiques, mieux c'est à ce niveau-là. Une petite Ah transition, mince, hop, 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 ah bah j'ai fait trop vite. reviens en arrière. Ils ont vu, hein, mais c'est pas grave. On avait bien une question sur les bonnes pratiques. Quelles bonnes pratiques peuvent ou peut voilà, réduire significativement l'impact des emails en entreprise, hein. Il y avait trois réponses. Réduire le nombre de pièces jointes, limiter les envois en copie cachée et archiver régulièrement les anciens emails. Donc là, tu peux remettre la réponse Ouais, puisque c'était entre guillemets une question piège, puisque les trois réponses étaient bonnes. Et là, exactement. ça a été, oui, ça a été assez hétérogène en termes de réponses. Hmm. Bon, bah l'essentiel, c'est que, enfin voilà, il va falloir faire tout ça Hmm. pour réduire l'impact des emails. Alors, je vous ai mis quelques autres petites pistes pour limiter les flux de données, puisqu'on voit en fait que l'utilisation, les flux de données, c'est 20% quand même de l'impact environnemental du numérique. Donc, par exemple, hein, c'est des pistes, mettre les adresses web fréquemment consultées en favoris, aller directement sur l'onglet, prendre en compte, enfin, prendre le site sur vos historiques. Voilà, c'est des choses en fait qui permettent de réduire l'empreinte écologique du numérique quand vous recherchez en fait un site. Pensez à fermer les onglets non utilisés, ben oui, parce que quand les onglets ils restent ouverts, en fait, les serveurs continuent de fonctionner, et notamment les data centers, et du coup, ça consomme toujours de l'énergie. Pour alléger vos échanges en messagerie, ben, on va bien sûr limiter la taille des pièces jointes hein, quand c'est possible. Si c'est possible, on va peut-être privilégier le partage de liens plutôt que l'envoi d'une pièce jointe. Voilà, on vous a mis quelques petits plateformes pour partager des liens. Vous pouvez aussi, quand c'est en interne, en fait, au lieu de mettre une signature avec vraiment un logo, bah, juste mettre votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, ça suffit en fait, hein, et ça a moins d'impact. Faire le ménage dans sa boîte mail. Là, bien sûr, c'est réduire en fait vos messages qui sont archivés, qui ne servent plus, parce que c'est pareil, ça continue en fait de consommer de l'énergie, alors que finalement, c'est quand même, enfin voilà, c'est peut-être des mails qui vont être destinés à aller à la corbeille. Pareil, vider sa corbeille, parce que tant que c'est dans la corbeille, bah, c'est pas complètement supprimé et ça continue en fait de consommer de l'énergie. Limiter le poids des réunions en ligne, alors éteindre sa caméra, voilà, quand c'est possible, peut-être l'allumer en début et en fin. Si vous avez des documents à partager, privilégiez plutôt des documents à mettre sur un serveur interne qui peut être partagé plutôt que d'envoyer des mails, parce que plus vous allez envoyer de mails à un nombre de destinataires important, et pareil, plus ça va être important l'empreinte écologique de l'envoi de ces mails. Et puis, bien sûr, si vous avez des collaborateurs, bah, les sensibiliser les équipes, hein, voilà, à mettre en place des bonnes pratiques pour limiter son impact. Et enfin, dernier bon réflexe, utiliser le Wi-Fi plutôt que la 4G des téléphones portables ou la 5G. Hein, voilà, obligatoirement, sinon ça va consommer aussi davantage. Et puis, modérer les transferts automatiques de données des téléphones portables
pouvez aller sur voir un site qui s'appelle Paramètres et en fait qui aide à limiter le transfert de données notamment sur les applications. On a tous plein d'applications, même au niveau professionnel, enfin WhatsApp, Facebook, Instagram, enfin tous les supports de com en fait, applications. Et là en fait, ça va vous donner quelques pistes pour éviter, par exemple, le téléchargement automatique des photos. Voilà, ou pour limiter le lancement automatique de la vidéo. Et tout ça, c'est pareil, ça consomme énormément. On ne s'en rend pas compte parce que c'est habituel dans nos pratiques, mais ça consomme énormément. Et déjà, de bien paramétrer tout ça, tous ces éléments, bah, ça permet de moins consommer également. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, c'est un webinaire en 45 minutes, donc on ne peut pas aller vraiment dans le détail, mais voilà, il y a le maximum d'infos, je pense, ont été abordées. Exactement, voilà. Merci Virginie. L'idée, c'était vraiment tu pourras réabonder là, Mm. parce qu'on va faire la place au témoignage par rapport au sujet qu'on vient d'aborder. L'idée, c'était vraiment de donner un panel et des axes sur lesquels vous pouvez déjà agir, hein. Déjà, à la base, on a bien vu, hein, c'était bien choisir son matériel, hein, le faire durer, définir son site web, économiser la notion d'économie d'énergie également, limiter les flux de données, adopter les bons réflexes. Enfin, c'est un tout. Et après, c'est à vous de voir sur quel axe vous voulez commencer à agir, où vous avez commencé. Peut-être pas tout mener non plus de front, hein, ça dépend si on est seul, avec des salariés, des apprentis. Euh, Parce qu'il y a plein d'axes, hein. Là, on va le voir aussi un petit peu après avec. Vous êtes peut-être très présent aussi sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a aussi tous les flux de données par rapport aux photos. Donc, dès qu'on commence à ouvrir un sujet sur les pratiques et comment on agit dans son entreprise, hein, euh, ben, on peut dérouler le fil et puis prendre des sujets en priorité, hein. Donc là aussi, on pourra vous accompagner sur des points un peu plus précis. Là, l'idée, c'était de pouvoir avoir une intervention de l'ordre de deux niveaux, hein. À la fois plutôt le point de vue d'un technicien par rapport au matériel, parce qu'on vous a parlé de reconditionner, donc ça peut fonctionner, hein. Et puis le témoignage également d'une artisane photographe, donc du coup de son point de vue, comment elle a pu mettre en place la démarche en interne. Donc je vais laisser la parole à Jérémy. Alors c'est pas Louis qui va intervenir, mais c'est Jérémy. Donc si Jérémy s'il peut mettre c'est Jérémy Moutel. Donc là, ouais, caméra et son, normalement, ça doit marcher. Là, j'ai pu changer. Donc, on voulait avoir votre point de vue, Jérémy, sur bah, tout ce qui est matériel reconditionné, un peu les idées reçues, et puis comment ça fonctionne aujourd'hui par rapport à tout ça, et cette notion aussi d'économie circulaire, hein, auquel on est sensible, hein, si je reprends les propos de Virginie, notamment par rapport à il vaut mieux réparer plutôt que jeter, hein, qui est le fameux slogan de nos réparateurs. Il y a une grosse sensibilisation aussi, on accompagne beaucoup quand même sur la notion d'économie circulaire et on voulait avoir ce point de vue. Donc, Jérémy, à vous la parole. Merci beaucoup Claude et Virginie pour tous les propos. Là, donc, l'idée de la présentation, c'était peut-être dans un premier temps de vous parler de la structure Ecoder. Donc moi, je m'appelle Jérémy, je suis responsable du développement sur la partie des Pays de la Loire. Et Ecoder, nous, on est une entreprise adaptée donc, qui a pour mission de réinsérer des personnes en situation de handicap par le reconditionnement informatique. Et on vend du coup du matériel informatique reconditionné sur le bassin nantais. Ce qui est hyper intéressant, et ce que disait tout à l'heure Virginie, aujourd'hui, on voit bien que 70 à 80% du poids écologique et du poids carbone d'un matériel, que ce soit d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, c'est sa fabrication. Et le sac à dos écologique que vous voyez à droite de l'écran, ça expose bien, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas, mais à chaque production d'un ordinateur d'en moyenne 2 kilos, on va utiliser 1,5 tonne d'eau, 800 kilos de matières premières et 200 kilos de combustible fossile. Donc l'idée avec l'achat d'un matériel reconditionné, c'est qu'on va du coup supprimer l'ensemble de l'extraction de ces ressources, et ce qui va permettre aussi d'allonger la durée de vie du produit.
Tout à l'heure, Virginie nous parlait de l'impact carbone important d'un produit neuf. Effectivement, le fait de reconditionner un matériel, ça va permettre du coup de le prolonger sa durée de vie. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, on bataille beaucoup contre les ordinateurs. On sait qu'aujourd'hui, quand on n'est pas bien renseigné ou mal renseigné, on va acheter en grande surface un ordinateur de gamme particulier qui va coûter entre 400 et 500 euros neuf. Et en fait, ce type de matériel-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du matériel qui est soudé à l'intérieur, donc qui n'est pas réparable. On ne va pas pouvoir changer les batteries, les charnières ou encore les disques durs. Et nous, Ecoder, on lutte contre ce type de matériel en vendant du matériel reconditionné de gamme professionnelle. Et en vendant ce type de matériel, ou même si demain vous vous rapprochez de votre informaticien ou de votre réparateur en local, faut vraiment essayer de lui demander d'acheter du matériel de gamme professionnelle. C'est un matériel qui va être réparable et qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc voilà globalement sur la partie économie circulaire et matériel reconditionné. N'hésitez pas si vous avez des questions sur notre implantation à Saint-Plus-sur-Loire ou même des questions un peu plus précises sur notre organisation. Merci Jérémy. J'avais juste une remarque là d'une participante, hein. C'est vrai que Oui. ça pose toujours question, qui disait que pour réparer ordinateur, imprimante, parfois en zone rurale, on est amené à faire 50 à 100 km pour trouver, avec l'aller-retour, hein, pour trouver le bon réparateur. Donc ça peut poser question aussi, et c'est une bonne réflexion, de faire réparer ou pas son matériel. Voilà, je souligne le débat un petit peu là. Ah oui, Ouais. c'est vrai que c'est une question qui est hyper intéressante. Moi, j'ai eu le cas d'une de mes amies qui avait acheté un ordinateur il y a 3-4 ans de gamme particulier, toujours la gamme d'ordinateur dont je vous parle, dont les charnières ont lâché. On est donc allé au sein d'un magasin qui réparait donc les ordinateurs, et en fait ça coûtait plus cher de changer les charnières que de racheter un ordinateur de gamme particulier. Donc en fait c'est là où je veux vraiment insister et de dire qu'il faut vraiment faire attention au type de matériel qu'on achète. Comme le disait Virginie tout à l'heure, elle l'a hyper bien souligné, c'est pas parce qu'on va acheter un matériel à hauteur de 400-500 euros neuf qui sera de meilleure qualité qu'un matériel reconditionné de gamme professionnelle. Donc ça, c'est ça qu'il faut faire attention. Et, donc, oui, je comprends tout à fait que quand ça coûte plus cher de réparer, les gens vont pas forcément le faire. C'est pour ça que c'est hyper important l'achat, le premier achat, de bien savoir ce qu'on achète et si c'est réparable ou pas, quoi. Et oui, donc du coup, revenir à l'essentiel qui a été donné tout à l'heure, bien choisir son matériel. Exactement. Mm. Donc Jérémy se tient à disposition si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires. Je vais laisser la parole à Florence. Normalement, à qui j'ai mis la caméra. Il faudrait juste que vous activiez votre son sur votre ordinateur, normalement, parce que j'ai pu l'activer moi. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Parce que Super. Ariane, il y a juste un petit bruit parasite derrière. Est-ce que ça va comme ça? Là, ça devrait aller. Voilà. Donc, je vous laisse vous présenter et puis expliquer un petit peu votre démarche. Tout à fait. Donc, Florence Millet, je suis photographe éco-responsable. Je suis labellisée Éco-Défi depuis 2022 et bonifiée bronze cette année. Alors moi, je vous apporte ce témoignage en tant que photographe, mais surtout en fait en tant qu'artisane. Ça va être vraiment le point de partage aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais vous demander de retenir le chiffre 3. Gardez en tête le chiffre 3, d'accord? Donc pour ma part, moi j'ai adopté la démarche éco-responsable depuis la création du studio, depuis 2022. Et c'est avant tout une conviction personnelle.
Alors après, en soi, ce type de démarche, on peut s'y mettre à tout moment. Il faut juste être accompagné et avoir les bonnes sources. Donc la chambre de métier est un excellent support en ce sens. Et ça fait vraiment beaucoup de sens sur le long terme. Alors, donc, vous le savez, l'industrie de la photo dont je fais partie, en fait, et contribue beaucoup à la pollution numérique. Et moi, j'aime bien faire le parallèle avec l'industrie de la mode. Parce qu'on a d'abord un accent sur la quantité et la fréquence d'utilisation. Donc, dans la mode, en fait, on a le phénomène de fast fashion. Donc, vous savez, c'est consommer beaucoup de vêtements avec une utilisation très courte. Donc, les vêtements sont très peu portés. Et puis aussi, on peut avoir des gens, en fait, des clients qui portent de la haute couture pour aller au supermarché. Voilà, ça arrive. Hein. Et moi, mon ambition en tant que photographe, c'est de lutter contre la surconsommation de photos, ce que j'appelle la fast photographie. Et puis, en gros, ça ne sert à rien d'avoir des milliers de photos qui ne vont pas être vues. Et enfin, c'est de lutter contre la haute définition à tout prix. Parce que bien souvent, ça n'a aucune utilité. Et là, pour partager un terme technique, 72 dpi sur un site web, en fait, c'est amplement suffisant. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Donc là, je vais revenir au chiffre 3 que je vous ai demandé de garder en tête tout à l'heure. Donc 3, c'est 3 secondes. C'est la durée moyenne sur une publication réseaux sociaux pour quelqu'un avant de scroller sur une autre publication. Donc en gros, si on a une photo qui est lourde à télécharger, qui prend vraiment du temps même à apparaître, ben la personne, elle va zapper, elle va passer à autre chose. Et là, en fait, cette photo qui est trop lourde, elle peut vraiment dégrader l'expérience de vos prospects ou vous mettre fin carrément à cette approche. Et en gros, il faut se dire que s'il y a trop de définition, il peut y avoir peu d'émotion. Ou pas du tout. Alors, donc, vous êtes tous des chefs d'entreprise dans ce webinaire aujourd'hui. Donc, vous devez être très au fait de ce qu'on appelle l'expérience consommateur. Et moi, je voudrais juste reprendre en fait les 5 étapes. Donc, les 5 étapes de l'expérience consommateur, on a être attiré, se laisser convaincre, conclure l'achat, se fidéliser et ensuite faire des recommandations à d'autres. Et en gros, à chaque étape, le poids des photos peut vraiment faire basculer votre prospect dans un sens ou dans l'autre. Donc, vous pouvez en perdre au fil de la route, quoi. Donc, c'est vraiment important d'être cohérent d'un bout de la chaîne à l'autre. Et le numérique a un grand rôle à jouer. Donc, moi, en pratique, j'ai vraiment retravaillé, adapté ma chaîne de production, et ça depuis la création du studio. Donc, mon logo et mon site internet ont tous les deux été éco-conçus. Donc là, j'ai fait appel à des professionnels pour m'aider. L'hébergement de mon site internet, du coup, c'est Planet Hoster. Je réduis la taille des photos de mon site. Donc là, on a des outils gratuits qui existent. Hein. Par exemple, Short Pixel, c'est très efficace et c'est rapide. Et puis, l'idée, c'est de rester en amélioration continue. Donc moi, régulièrement, je vais faire des audits sur le poids de mon site internet. Donc j'utilise par exemple Hotspot ou Website Carbon pour vraiment valider le fait que mon site soit le plus léger possible. Je limite les emails. Donc un mail, en fait, c'est l'équivalent d'une consommation de 30 litres d'eau, donc c'est quand même conséquent. Les pièces jointes, c'est pareil, en fait, j'essaye de les limiter. Une pièce jointe, c'est l'équivalent de 12 km en TGV, donc ça, c'est pareil, c'est pas négligeable. Et quand je partage des documents lourds, donc j'aurais plutôt tendance à utiliser des liens avec une durée limitée. Donc, sécurisé avec un mot de passe, par exemple WeTransfer. Et ça donne aussi une expérience consommateur qui est plus intéressante de toute façon. Je n'utilise pas le cloud, malgré toutes les incitations qu'on peut recevoir, parce que ça réchauffe les serveurs. Et puis, c'est un petit peu comme les armoires. Hein. Après, elles deviennent pleines de vêtements qu'on n'utilise pas et finalement, ça ne sert à rien. En sourcing, en approvisionnement, donc bien sûr, j'achète du matériel neuf, mais j'en achète aussi beaucoup d'occasions. Et surtout, j'entretiens mon matériel régulièrement. Ça, c'est hyper important d'investir en ce sens, du temps et des sources, hein, des ressources. Après, un élément un petit peu plus pratico-pratique, par exemple, je fais un marché de Noël. Je m'équipe d'une batterie autonome
pour pouvoir contrôler ma consommation d'électricité. Et puis, bon, je vous rassure, hein, moi, ça ne touche pas du tout, ça n'affecte pas mes ventes, puisque quand ma batterie est HS, en général, c'est que moi aussi. Donc, ça va, tout va bien. Je fais un gros travail de sensibilisation autour de moi, donc que ce soit mes fournisseurs, mes pairs, donc mes collègues photographes, mes clients. Et puis, j'essaye de rendre le sujet abordable. Donc, par exemple, j'ai cette opération un enfant photographié, un arbre planté. Ça me permet d'aborder le sujet avec mes clients les plus jeunes qui sont hyper réceptifs sur ce sujet-là. Donc, pour conclure, pour moi, la sobriété numérique, c'est devenu ma carte de visite, surtout avec le label éco-responsable dont je suis extrêmement fière. Et finalement, les clients, ils viennent et ils reviennent à moi pour cette raison-là. Donc, c'est une démarche RSE vraiment de bout en bout. Et au final, moi, ça me fait consommer moins et, je l'espère, gagner plus. Donc, pour finir, je vais juste partager avec vous mon slogan. Moi, c'est vous mettre en lumière sans éteindre la terre. Et j'encourage vraiment chacun à faire son petit bout sur le sujet parce qu'on a tous une pierre à apporter. Merci beaucoup. Merci et bravo pour ce mot de la fin, là, je ne sais plus quoi dire maintenant. Tout a été dit dans le slogan. Donc voilà, c'était une approche, donc un témoignage. Donc si vous avez des remarques à nous faire passer, n'hésitez pas, hein, ou des questions, on est là pour ça. Donc voilà, on voit bien que c'est un travail de fond, ça se reflète, enfin c'est un peu un fil rouge, hein, comme la démarche également RSE, hein, dans sa globalité. Souvent, on la pense dans son ensemble. Et vous avez pu être accompagné de façon diverses et variées. Je ne m'étendrai pas forcément sur le sujet aujourd'hui, mais sachez que nous, nous, alors je dis nous, les équipes de la Chambre de métier au niveau de l'équipe transition écologique, on peut venir faire un point avec vous, notamment via un performa environnement, au moins un premier point, et également pour certains qui sont présents ici, vous êtes ou vous souhaitez vous engager et aller plus loin avec les démarches éco-défis qui permettent là de travailler plus en profondeur justement et se donner des défis environnementaux. Et peut-être que vous n'étiez jamais allé sur cet aspect-là et vous êtes peut-être déjà engagé et que vous n'étiez pas allé sur cet aspect du numérique et peut-être on espère que ça vous donnera envie. Toute l'équipe présente, vous l'avez ici en photo, on est quand même bien présent sur les départements, hein, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner, alors sur ce sujet ou sur d'autres, hein, puisque le sujet, nous, c'est bien la transition écologique. On se rend disponible, je vais demander à Virginie et puis l'équipe qui est intervenue de remettre leur caméra, s'ils peuvent, pour que je les retrouve. Je les ai perdus, non, c'est bon, ils sont tous là. Peut-être pour vous conclure avec quelques mots de la fin sur le sujet que l'on a abordé, peut-être un conseil à donner à tous nos participants, là, s'ils avaient une chose à faire, qu'est-ce qui serait intéressant pour vous aujourd'hui de mettre en œuvre, si vous aviez un conseil à donner à nos participants, quel serait le vôtre? Il ne faut pas donner le même que celui du voisin. Je vais laisser Virginie, tiens, commencer. C'est pas facile, hein. Moi, je dirais obligatoirement de prendre contact avec nous pour voilà. le coup et d'être accompagné sur cette démarche-là. Enfin, on vous accompagne sur ce type de démarche et même sur d'autres. Et on valorise aussi ce que vous faites. Donc oui, un conseil, ne restez pas seul en fait à initier vos démarches. On peut vous accompagner sur ces sujets, vous donner quelques pistes. Voilà. Ça serait parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses, c'est pas évident hein, de donner une première chose à faire, mais voilà. Ça sera Alors mon mot Virginie, à moi. c'est nous contacter. Jérémy. Moi, c'est simplement que si vous êtes déjà présent sur le webinaire, c'est que vous avez déjà mis un pied à l'étrier. Donc, je trouve que c'est super bien. Et oui, continuez vos démarches éco-responsables, que ce soit
sur l'empreinte numérique, que ce soit sur la consommation d'eau, sur l'économie circulaire et autres. Mon message, c'est de continuer et puis d'être bien accompagné par Virginie et Claude, je le pense. Merci. Donc, c'est continuer votre démarche éco-responsable. Et du coup, le mot, le conseil par Florence? Moi, je dirais qu'il ne faut pas se faire peur et la moindre petite action peut faire une vraie différence. Donc, l'idée serait d'avancer à petits pas, mais avancer sûrement. Bravo. Donc, avancez sûrement. Donc, j'en dirai pas plus. Je vous remercie pour votre participation. Notre prochain webinaire aura lieu maintenant en 2025. Donc, c'est un peu tôt, mais on va arriver sur les périodes de festivités. Donc, voilà, le mois de décembre va être un peu chargé pour tout le monde. Je vous le souhaite bon. Et nous vous disons à bientôt et à l'année prochaine pour notre prochaine programmation de webinaire. Au revoir et merci à tous.